Hello et bienvenue sur Allo Pets. Dans ce podcast, je te propose de rencontrer ensemble des professionnels du secteur animalier pour aider tous les pet parents et pet lovers à mieux comprendre les besoins des animaux. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas qu'en t'abonnant, tu permets au podcast d'être plus visible et donc d'avoir des intervenants de qualité. Alors si le format te plaît, n'hésite pas à le partager, le commenter et à t'abonner. Je te remercie et je te souhaite une bonne écoute. Avoir un animal de compagnie, c'est s'engager chaque jour pour son bien-être. Mais soyons honnêtes, quand on n'a pas vraiment de notion en santé animale, c'est parfois un peu compliqué de savoir quoi faire. Souvent, on attend qu'il soit trop tard pour agir et on se retrouve à gérer tout dans l'urgence. Résultat, beaucoup de stress, des frais importants et surtout des douleurs pour l'animal qui seront plus longues et plus compliquées à soulager sur le long terme. Dans ce podcast, on parle des solutions, des pratiques qui peuvent améliorer la vie de vos compagnons, pour vous aider à mieux comprendre ce qui s'offre à vous et les bienfaits que cela peut apporter à votre animal. Parce qu'un animal, tout comme nous, évolue tout au long de sa vie. Il peut avoir des pathologies liées à son âge, comme l'arthrose, ou des problèmes spécifiques à sa race. Mais même quand tout semble aller bien, son corps change chaque jour. Et il a besoin qu'on prenne soin de lui, pas seulement quand le problème apparaît. Et justement, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir une pratique vétérinaire encore peu connue, mais qui se développe de plus en plus, la physiothérapie animale. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la physiothérapie vétérinaire ? Dans quel cas on peut y avoir recours et comment savoir si elle est adaptée à notre animal ? Aujourd'hui, on va répondre à toutes ces questions. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicolas, que vous connaissez peut-être sous le nom de Nico Veto sur les réseaux sociaux. Nicolas, c'est un vétérinaire spécialisé en physiothérapie animale. Mais c'est aussi un peu comme notre ami vétérinaire. Il rend les choses simples, compréhensibles, pour qu'on puisse mieux prendre soin de nos compagnons. On va parler des multiples facettes de la physiothérapie et voir comment elle peut vraiment changer la vie de nos animaux. Qu'ils soient jeunes, âgés, sportifs, en manque d'activité ou en rééducation après une opération. Alors si toi aussi tu as un animal que tu aimes et que tu chéris, reste jusqu'à la fin de l'épisode pour découvrir de nombreux secrets qui vont t'aider au quotidien. Hello Nicolas, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas encore ? Salut Roman, merci encore pour l'invitation. Alors, je m'appelle Nicolas, je suis fils de Veto, donc j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit. Je tenais les instruments de mon père à l'âge de 7 ans, et puis là, jusqu'à maintenant. Donc je suis à Veto depuis un peu plus de 15 ans, en Normandie. Que dire, j'ai fait mes études à l'école vétérinaire de Liège, et puis donc j'ai repris la structure de mes parents, et ensuite j'ai créé un deuxième centre. Voilà. Et j'ai créé avec Adrien la chaîne Nico Veto, qui est une chaîne de vulgarisation pour nos animaux de compagnie sur TikTok, Instagram et YouTube. Et je vous invite d'ailleurs à suivre Nicolas, puisqu'il donne vraiment des conseils pour le quotidien, d'ailleurs des questions qu'on se pose tous les jours. Eh bien, Nicolas répond très simplement et comme il le faut à toutes ces questions. Et Nicolas, du coup, qu'est-ce qui t'a amené sur la physiothérapie ? Puisque donc, de base, c'est vraiment médecine vétérinaire classique que tu fais. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la physiothérapie et pourquoi la physiothérapie ? Alors c'est né d'une grosse frustration. Toi, quand tu as quelque chose de cassé ou autre, juste après, tu vas chez le kiné et autres. Nous, ce qu'on nous avait un peu appris, c'est-à-dire que suite à une fracture ou d'autres choses, en fait, on avait tendance à laisser les animaux un peu seuls. On disait souvent de la cajothérapie, on laissait les animaux calme strict, repos strict, et puis après on s'en occupait 2-3 semaines après. Mais avec toutes les conséquences que ça peut être. Donc c'est né de cette frustration-là. Et après, j'ai été dans plusieurs voyages à l'étranger. J'ai eu la chance d'aller dans des grands hôpitaux aux États-Unis et j'ai découvert la physiothérapie. Ok, parce que eux sont plus en avance que nous sur la physiothérapie. Oui, tout à fait. Dans tout ce qui est pays anglo-saxons, en fait, c'est né dans les années 90 et chez nous, c'est arrivé en France seulement 2000, 2005, 2010. Voilà. Okay. Donc oui, on était un peu en retard à ce niveau-là, mais on s'est bien rattrapé.
OK. Et la physiothérapie du coup, c'est pas quelque chose c'est pas des notions que vous apprenez, en école vétérinaire? Non, pas du tout. Il y a pas de cours en Non? fait, vis-à-vis de la physiothérapie. On a des cours de chirurgie, on a des cours de physiologie, mais pas du tout de cours en fait de rééducation des animaux, post-chir. Non, pas aucun. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en profondeur de la physio? Ça consiste en quoi, en fait? Alors, c'est quoi la physiothérapie, hein? C'est comme ce que tu disais en introduction, c'est tout ce qui est rééducation des animaux en post-chir, mais aussi pour les animaux seniors quand ils ont de l'arthrose, pour les animaux obèses, mais aussi ça consiste du moins dans la physiothérapie, on va gérer, tout ce qui est animaux, en fait, sportifs, hein. Les chiens de course, les chiens qui font du canicross, les chiens d'agility. Bah, toute cette discipline-là regroupe les différentes activités et des pathologies comme le fait de vouloir remettre nos animaux sportifs au meilleur de leur potentiel. Et quel type d'animaux, du coup, peuvent en bénéficier? Les chevaux comme les chats, Chiens, chats, chevaux et même les lapins. Donc vraiment tous les animaux, on s'adapte en fait à chaque espèce pour en post-chirurgie ou pour les animaux sportifs. Alors les animaux sportifs chez les chats, j'en ai pas encore trop vu, mais sur les chevaux ou sur les chiens, bah oui, énormément, hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Et quelle, pathologie ça peut traiter, ça peut soulager la physiothérapie? Parce que c'est, du coup, quelque chose en plus qu'on a à côté de la médecine, si je me trompe pas. C'est un plus, en fait, qu'on propose, pour les animaux, pour les aider au quotidien. Mais qu'est-ce que ça peut traiter? Bah, en fait, je répondrai à ta question un peu autrement, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive si jamais on fait rien du tout? Si OK. jamais tu fais rien, en fait, l'animal, suite à une opération, bah, l'animal, si jamais il peut marcher sur 3 pattes, il fera sur 3 pattes, donc il va plus du tout utiliser son membre. Donc ce qui va arriver au niveau du membre, il va complètement se démuscler. L'articulation, vu qu'elle va plus du tout être utilisée, elle va être un peu, comment dire, mal huilée, elle va grincer un tout petit peu, et ça va être figé. Bah, il va avoir énormément de conséquences. Alors, tu vois, juste pour te donner un peu une idée, par exemple, au point de vue musculaire, si jamais tu as un blocage, imaginons, de 4 semaines, bah, il faudra 12 semaines pour retrouver un muscle comme avant. Pour une articulation, OK. c'est pareil, voire pire. C'est-à-dire que si jamais, imaginons que l'articulation, on ait mis un plâtre, une résine pendant à peu près 2 mois, et ben là, l'animal, il risque pas récupérer totalement au niveau de son articulation. Il va avoir des phénomènes d'arthrose, de fibrose à l'intérieur, et l'animal ne récupérera pas totalement jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est primordial la physiothérapie. Donc pour toi, en fait, c'est même pas un plus, c'est vraiment complémentaire, à la médecine, vétérinaire? C'est indispensable. Indispensable en fait pour retrouver, tu peux faire la plus belle des chirurgies, mais si jamais il n'y a pas de rééducation derrière, en fait, l'animal il récupérera jamais. Nous, on va gérer la douleur, mais on va gérer aussi tout ce qui est mobilité et que l'animal remarche tout à fait normalement. À quel moment de la vie de l'animal, du coup, c'est important d'avoir recours à la physiothérapie? Là, tu parlais notamment, post-opératoire. Est-ce qu'il y a, d'autres moments de la vie où c'est important? Est-ce que petit, c'est bien d'avoir recours ou c'est un plus? Ou faut attendre vraiment qu'il ait fini sa croissance? Ou justement, c'est mieux de le faire le plus Alors, tôt possible? Alors ça peut intervenir dès petit, hein. Comme chez nous, on peut naître avec des petites difficultés, hein. Les animaux qui sont un peu panards ou autres, ils peuvent avoir des problèmes de dysplasie. Bah, tout ça, en fait, on va gérer même avant de faire des opérations pour remuscler au maximum l'animal. Je pense aussi à l'animal qui est senior, donc où on va avoir des pathologies comme de l'arthrose. Et ben là, plutôt que de donner que des anti-inflammatoires, bah, on va donner des exercices à faire à la maison, même des massages pour soulager l'animal, et on va traiter en amont justement des problèmes. C'est-à-dire que tu as souvent le cercle vicieux en fait du mouvement, c'est-à-dire que l'animal il souffre un peu suite à l'arthrose, donc il va bouger un peu moins. Si jamais il bouge un peu moins, bah, les muscles vont encore plus diminuer, donc il va avoir encore plus de mal à se déplacer. Et puis au fur et à mesure, l'animal il se déplacera plus du tout. Bah, nous on va faire le contraire. Dès le matin, on va le soulager. Si jamais il est soulagé, il va bouger beaucoup plus. Et vu qu'il bouge beaucoup plus, ça va être de plus en plus facile de bouger. Voilà, c'est le cercle vertueux de la physiothérapie. Où est-ce qu'on apprend d'ailleurs, la physiothérapie? Ce sont des formations supplémentaires que vous avez en tant que vétérinaire ou? Oui, tout à fait. C'est des formations Ouais. qui sont après justement le diplôme de vétérinaire, hein, qui est ouvert
aux vétérinaires, mais aussi aux assistants de vétérinaires. Moi, je suis formateur actuellement en physiothérapie, hein, donc je conseille des vétérinaires, des ASV, à faire même avec du matériel ou sans matériel, tout ce qu'on peut faire pour aider nos animaux après des chirurgies ou après lors d'arthrose ou des animaux obèses. Donc pour toi, en fait, la physiothérapie devrait, être déjà intégrée un petit peu dans toutes les structures à différentes échelles? J'interviens déjà même au sein des écoles vétérinaires européennes pour montrer l'intérêt et le côté indispensable de la physiothérapie. Et on voit que la jeune génération de vétérinaires est vraiment à l'écoute par rapport à cette problématique. Et de nombreux propriétaires m'en parlent aussi énormément. Donc oui, on est encore un peu en retard, mais je pense que là, d'ici 2-3 ans, ça sera inscrit dans le programme de nos études. Du coup, qui décide qu'on doit aller, faire de la physiothérapie? Est-ce que c'est le propriétaire qui va faire ce premier pas en se disant: «Bah, voilà, ça peut être intéressant pour mon animal, je vois pas, forcément de problématique à l'œil nu, mais peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles il faudrait travailler», ou alors ça doit venir du vétérinaire et là, bah, c'est plus du conseil, véto qu'on va avoir avant? Alors, des fois, ça vient un peu de tout, hein. C'est-à-dire que les propriétaires qui ont vu certaines vidéos sur Internet, avec surtout ce qui peut être impressionnant, l'animal qui va marcher dans l'eau, mais ça peut être maintenant de confrères en fait qui voient une boiterie. L'animal, même avec les anti-inflammatoires, ne remarche pas correctement ou après une chirurgie, et là a tendance à conseiller d'aller dans un centre de physiothérapie. Il y en a beaucoup des centres, de physiothérapie en France? Il y a beaucoup de vétérinaires qui sont formés à la physiothérapie. Après, on n'est pas obligé d'avoir un tapis immergé pour pouvoir faire de la physiothérapie, hein. Avec déjà nos mains, on arrive à faire beaucoup de choses. Et on a même ce qu'on appelle des plaques en fait d'instabilité, hein. Le plus connu s'appelle l'iMove, le laser, voire d'autres choses. Et avec tout ce matériel, plus nos connaissances, plus nos mains, on est capable d'aider au maximum nos animaux de compagnie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu toutes ces techniques qui rentrent dans la physiothérapie? Donc, tu as parlé du massage, du laser. Qu'est-ce qu'englobe la physiothérapie, et quelles sont leurs spécificités? Alors souvent, on a tendance à dire tout ce qui est instrumental et tout ce qui est non instrumental. Donc on a évoqué tout ce qui est massage, hein, pour moi c'est le plus important. Les massages permettent justement de permettre une meilleure vascularisation, de stimuler au point de vue nerveux toute la zone qui a pu être lésée. C'est très important parce que si jamais tu as comme des crampes, l'animal il se plaint rarement, mais quand je touche les animaux en première consultation en physiothérapie, je vois qu'il y a des zones de tension. Et l'animal ressent comme une crampe, un peu une douleur chronique. Et ça l'empêche justement, si jamais l'animal souffre, bah, on n'arrivera pas à le rééduquer. Des fois, juste en massant, bah, l'animal, si jamais il n'a plus de crampe, il remarche beaucoup plus facilement. Donc nos mains, c'est le plus important. Le massage, hyper important. Ensuite, il suffit juste, pour moi ça devient simple, mais de fléchir et d'étendre au niveau des articulations. Quand tu commences à le faire, souvent les animaux arthrosiques le matin, c'est les choses les plus dures à faire. Une fois qu'ils sont lancés, il n'y a plus de douleur. Mais les premiers pas, en fait, sont les plus douloureux. Si le propriétaire de l'animal un peu arthrosique arrive à faire ses gestes dès le matin, bah, l'animal sera soulagé très rapidement. Et ça, il suffit juste de faire 10 fois des flexions, des extensions, après des extensions, du stretching, et ça, on peut le montrer en clinique, mais l'animal, il sera soulagé très rapidement. Ensuite, ce qu'on peut faire, bah, des fois, c'est des choses bêtes, mais faire des squats. Et comment on fait des squats avec son chien? C'est juste assis, debout, assis, debout, assis, debout. Et ça, c'est un des plus bons exercices qu'on peut avoir pour nous, mais aussi pour le chien. Ça remuscle. Une fois qu'il est bien fait, ça marche énormément. OK. Souvent, ce qu'on peut faire aussi, c'est des petits parcours. Tu sais, tu mets des choses et l'animal, en fait, slalom à travers tes petits pièges que tu peux mettre à travers la pièce, et ben ça va pouvoir muscler le dos. Tu peux faire beaucoup de choses, hein. Souvent même avec un chien qui est debout, tu peux mettre son poids sur le côté, sur l'autre, ben ça va permettre de muscler aussi ton chien. Tu vois, tout ça, ça se fait sans matériel. On peut OK. aussi faire certaines balades avec des montées, et quand tu montes, bah, tu vas mettre plus de poids au niveau des postérieurs. Et ben ça, c'est un super exercice si jamais l'animal souffre de dysplasie. Après, il y a l'escalier, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. L'escalier, il a tendance
à dire surtout pas d'escalier, mais si jamais l'exercice est bien fait, c'est pareil. C'est un des meilleurs exercices qu'on peut avoir en physiothérapie. Donc tu vois, déjà tout ça Ok. sans matériel. Après, moi j'utilise du matériel dans mon centre avec le laser. Le laser, il va agir vraiment en profondeur, il va permettre de soulager, il va pouvoir permettre de stimuler certaines cellules pour pouvoir régénérer au point de vue musculaire, au point de vue nerveux. Ça agit vraiment en profondeur, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais il y a beaucoup de choses, comment dire, beaucoup de vertus au laser. L'eye-move, c'est comme, tu sais, les ballons qu'on peut utiliser chez le kiné pour aider la proprioception, comment est mon corps dans l'espace, pour retrouver un équilibre. Ça peut permettre aussi de remuscler. Bon, si jamais c'est bien géré, hein, c'est une zone de tension, mais en très peu de temps, le chien arrive à se remuscler très rapidement. Ça peut être remplacé par ce qu'on appelle l'eye move, la plaque en fait de déstabilisation. T'as pas l'impression que le chien travaille pendant la séance, mais en fait c'est hyper physique. Je conseille à tout le monde de l'essayer, hein. C'est un matériel qui a été fait en humaine et maintenant que nous on a adapté chez les animaux, mais l'animal reste droit en fait et puis à force de déstabiliser, en fait on va contracter les muscles point de vue antérieur et après les muscles au niveau postérieur. Super exercice. Enfin, le plus impressionnant qu'on peut avoir, mais c'est le tapis immergé. Donc, on ne va pas faire nager le chien, on va plutôt le faire marcher dans l'eau. Et avec la poussée d'Archimède, on va soulager le poids du corps. Donc, on va lever ce poids du corps, mais par contre, il y a un effort qui est beaucoup plus important dans l'eau. Donc, l'animal, il va pouvoir se remuscler. Et tu vois un chien qui a subi une hernie discale qui marche plus du tout, bah, les premiers pas qui vont revenir, ça va être dans l'eau. Et une chose que j'ai oublié de te dire qui coûte rien du tout, c'est la cryothérapie. Alors toi, la cryothérapie, bah, je suis sûr que tu peux avoir des petits pois congelés dans ton congélateur. Et bah ça, après une chirurgie, après un coup, tu vas lui appliquer, pas directement, avec une petite serviette humide, directement au niveau de la zone qui a été opérée ou la zone qui peut être douloureuse. Tu laisses pendant 1 à 2 minutes et tu le renouvelles plusieurs fois. Et en général, suite à une chirurgie, tu vas le faire tout de suite après une chirurgie jusqu'à 72 heures, ce qui correspond à la zone inflammatoire aiguë. Et ensuite, tu peux avoir du chaud. Là, le chaud, je vais pouvoir l'utiliser. Alors, c'est le même principe, hein. Tu peux avoir des gels que tu mets au micro-ondes. Et ça, tu vas l'adapter sur ton animal qui est un peu arthrosique. Ça va le soulager. Même nous, on peut l'utiliser quand on a un peu mal au dos. Ça va faire une petite relaxation musculaire. Et ça va gérer aussi au point de vue de la douleur. Et ça, on l'utilise plutôt en période pas inflammatoire, plutôt 72 heures après une chirurgie. Voilà, ça va soulager l'animal. Tu vois, c'est plein de méthodes qui paraissent un peu bêtes, hein. Nous, on est un peu les MacGyver en fait, des vétérinaires. On va s'adapter à chaque fois à la pathologie, trouver une solution par rapport au temps que l'animal le permet, hein, parce qu'il y a des animaux, tu ne peux pas faire non plus beaucoup d'exercices, par rapport au temps que les propriétaires vont pouvoir donner à leur animal, et puis des fois aussi par rapport au portefeuille aussi des gens, c'est-à-dire que de pouvoir faire certains traitements, bah, c'est aussi un coût. Donc nous, on s'adapte toujours par rapport à l'animal et au propriétaire. Et l'acupuncture, ça en fait partie? Alors l'acupuncture, c'est pas proprement le physiothérapeute, mais ça peut être avec l'ostéopathe et l'acupuncteur tout à fait. On va utiliser certaines zones de tension avec certaines aiguilles, mais tu vois, avec le laser, j'arrive à traiter les mêmes zones que l'acupuncture. Ok. Et là, on va jouer au point de vue de tension musculaire et on va pouvoir relâcher certaines zones et donc soulager l'animal à long terme. Qu'est-ce qui fait que tu vas choisir, par exemple, OK, alors là, sur cette problématique, on va plutôt faire du laser, là, on va plutôt, faire, de la cryo, qu'est-ce qui fait qu'on décide, d'une pratique ou d'une autre? Alors, comme tout vétérinaire, en fait, je vais faire un examen général. Je vais voir aussi l'animal, sentir l'animal, hein. Certains chiens, ils supportent pas l'eau. Alors, tu vois, je vais m'adapter aussi par rapport à leur statut, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont perdu beaucoup de muscles. Donc, à chaque fois, je vais réfléchir par rapport à mon objectif. Et ce qui est toujours un peu compliqué, c'est que je travaille avec du vivant, c'est-à-dire que l'animal va réagir plus ou moins bien vis-à-vis du traitement que je vais lui donner. Donc le but, je vais toujours me dire, bah voilà, je regarde pas à la prochaine séance à 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je vois souvent à 1 mois en fait. Si jamais l'animal en fait il tient pas du tout sur ses pattes, bah tu vois, je vais choisir plutôt
le tapis immergé, l'eau. Si jamais l'animal, il tient très bien sur ses pattes, et par contre qui supporte pas l'eau, plutôt l'eye move. Si jamais je veux soulager au niveau de la douleur, plutôt le laser. Tu vois, à chaque fois, je m'adapte par Mmh. rapport à l'animal. Et puis, un animal, je sais pas, il y a une semaine, il supportait très bien l'eau. Et puis là, aujourd'hui, tu le mets dans le tapis immergé, mais il fait rien du tout. Il faut toujours que je m'adapte par rapport à lui. Voilà. Et le but aussi, je ne l'ai pas dit, il faut que ça soit un jeu pour lui. Il faut que ça soit un Mmh moment mh. de plaisir. Contrairement à des fois, bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de kinés qui m'entendent, mais quand on va chez le kiné, on se dit, bah, je vais souffrir. L'animal, si jamais il souffre, si jamais ça l'embête, il travaillera pas avec moi. Donc le but, c'est qu'il soit un moment de plaisir pour l'animal et pour le propriétaire. C'est important. Donc souvent, quand ils viennent en physiothérapie, moi souvent, ils ont une petite tasse de café ou du thé, et puis c'est un moment de plaisir pour tous les deux. Et l'animal OK. s'amuse, hein. Des fois, il vient, on est pratiquement obligé de le tirer lors de la première séance pour venir dans la salle de consultation. Après, il arrive toujours avec la queue qui remue. Et c'est toujours un moment de plaisir. D'où l'importance d'ailleurs, de faire des petits tests de consentement et de préparer aussi l'animal aux différentes, consultations qu'il peut avoir, alors j'ai complètement oublié le terme, mais le fait, voilà de l'habituer déjà aux 1ers, gestes qu'on peut avoir, ouvrir la bouche, avoir, je sais pas, quelque chose autour, de la gueule, toucher les pattes, voilà, alors je sais pas si tu as le terme? Ah, tu Heu, as tout à fait raison, c'est exactement ça. C'est-à-dire que faut l'adapter. Moi, je conseille, parce que je suis aussi vétérinaire généraliste, hein, mais je conseille aux propriétaires de ne pas venir seulement pour une vaccination ou autre, parce qu'ils associent le fait de venir chez le vétérinaire à une piqûre, des fois, et quelque chose de douloureux. Alors, pas hésiter à venir juste pour poser l'animal, des fois juste pour dire bonjour. Je les fais rentrer dans la salle de consultation, ils montent dessus, petite caresse, des fois un petit bonbon, ça marche toujours, mais qui ne voient pas que le vétérinaire comme nous, on peut voir des fois le dentiste en fait. mmh. Voilà. Donc quelque chose Oui, c'est d'agréable, vrai en que tout cas, pas du tout quelque chose de désagréable. Mais tu as raison. mmh mh. Oui, c'est vrai parce que le vétérinaire peut être assez, enfin, pas la personne en tant que telle, mais le lieu, peut être source de stress pour l'animal. Il y a plein d'odeurs, il y a plein de chiens ou de chats, donc oui, l'animal s'il est pas habitué, même des petits, de commencer à faire ces petits, de l'habituer en fait, dès son plus jeune âge, c'est hyper important. Bon après pour les chats, c'est un petit peu plus compliqué parce que forcément il doit être en cage et bon, on peut le prendre dans un petit, dans un petit sac, qu'on a contre nous, mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais c'est vrai que c'est important de les habituer, hyper tôt, puis c'est plus facile pour vous aussi après, pour travailler avec eux. Tout à fait. Ben, même nous, du moins dans le centre de physiothérapie, ça ne ressemble pas à une clinique vétérinaire. C'est plus comme Ah un OK, centre de bien-être, tu vois, de massage. Donc, OK. même nous, il y a des odeurs, en fait. Il n'y a pas l'odeur de crainte, de choses comme ça, l'odeur de vétérinaire qu'on peut avoir. C'est vraiment un moment de bien-être. Ça se ressent vis-à-vis des propriétaires. Donc, eux, ils vont pas véhiculer un peu la crainte qu'on peut avoir. Attention, il va avoir mal, ou ça va faire mal. Non. Là, on y va, OK. on caresse l'animal, on prend son temps, on n'est pas stressé. Et ça, l'animal le ressent, ça se voit tout de suite. Dont le chat, comme OK. tu disais, un chat en général, c'est toujours un peu compliqué. Bah, c'est une consultation qui dure un peu plus longtemps. Le laser, ça fait pas mal, même la move, ça fait pas mal. Il m'est arrivé de faire nager des chats, marcher dans l'eau des chats. Il n'y a aucun problème et aucun stress. Si jamais on y va OK. tout doucement, on l'écoute. Et comme OK. tu disais, son consentement aussi. Et tu parlais des escaliers tout à l'heure. Alors souvent on déconseille de, faire sauter l'animal de la voiture et remonter dans la voiture, mais plutôt de le porter, surtout pour les petits chiens, comme les teckels ou même, les chiens qui vont avoir, beaucoup de problèmes, d'arrière-train, comme les bergers allemands. Il doit y avoir aussi, plein d'autres races, qui sont sujettes à ça. Alors tu parlais des escaliers, des fois on dit: «Bon, évite quand même de faire monter, les escaliers à ton animal, porte-le plutôt». Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien de faire, ces petites choses-là? Alors, point de vue des escaliers, là, tu parlais d'une race aussi comme le teckel, les chiens qui sont assez longs et la colonne vertébrale qui peut être un peu fragile. Bah, ils sont beaucoup plus sensibles à faire des hernies discales. Après, les bergers allemands, ils sont plus sensibles au niveau du train arrière, donc au niveau du bassin. Et une fois qu'ils essaient surtout c'est plus monter où ils ont un peu plus de douleur que de descendre. Le problème des escaliers, c'est que les animaux vont trop vite. Ils les descendent ou ils les montent
beaucoup trop vite. Par contre, tu vois même dans certaines salles de sport maintenant, tu as comme des escaliers, Mm. du matériel comme des escaliers. Bah, ça marche très très bien. À partir du moment où c'est bien géré, bah, moi je le conseille énormément parce que ça fait vraiment travailler au niveau des postérieurs. Donc, si jamais c'est bien fait, oui. Pour certaines races, non. Pas de teckel, pas de chiens qui sont susceptibles d'avoir des hernies discales ou des hernies. Donc c'est des questions qu'on peut aussi poser au vétérinaire d'ailleurs quand on adopte un animal sur les choses à faire ou à ne pas faire. Exactement, ouais. On évite tout ce qui est marche parce que l'animal ne réfléchit pas, il court à fond la caisse. Il s'écoute Ok, pas. ok. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette première visite chez le physiothérapeute? Alors souvent, on va faire un diagnostic, on va regarder, on va faire un check-up complet, hein. Donc on voit au point de vue généraliste aussi qu'il n'y a pas de contre-indication, c'est-à-dire que c'est toujours la santé de l'animal d'abord, hein. C'est-à-dire que si jamais malheureusement l'animal a un cancer ou une grosse pathologie, une otite ou autre, on va le prendre en charge d'abord. C'est plus important que le reste. Prendre en charge de la douleur, voir les difficultés que peut avoir l'animal, et après, on va faire une sorte de plan, donc le plan idéal. Après, on en parle avec le propriétaire, vis-à-vis aussi de comment l'animal est, et puis après, bah, on dit à peu près ce qu'on va faire derrière. Donc ça dure quand même 45 à 50 minutes, ce type Ok. de consultation-là. Ça permet de répondre aussi aux propriétaires, hein, parce que des fois, il y a des pathologies qui sont quand même assez lourdes, hein. Moi, je trouve Mm. des animaux en fait qui sont tétraplégiques, c'est-à-dire qu'ils ne marchent plus du tout. Je peux pas, je ne promets pas en fait des choses non plus miraculeuses derrière, hein. Nous, on est là pour travailler avec l'animal. Des fois, il y a des animaux qui marchaient plus du tout depuis 2 mois. On a réussi à les faire marcher, mais on peut pas dire, bah, Ah vous oui. inquiétez pas, votre animal va remarcher, hein. Donc, on se fixe des objectifs. On fait un point souvent un mois après pour voir l'évolution et puis on s'adapte toujours. Et donc combien de séances sont nécessaires pour qu'on puisse commencer à voir des résultats? Alors, tu vois, c'est vraiment complètement dépendant vis-à-vis de l'animal. Je pense à un chat que j'ai pu avoir une petite grand-mère il y a à peu près 3 4 ans qui bougeait pratiquement plus, hein, 15 ans, insuffisant rénal, donc il prenait aucun anti-inflammatoire. L'animal, à part dormir, aller à sa gamelle de croquettes, il n'allait même plus à la litière. Pourquoi? Parce que c'était un effort, donc il faisait caca entre les deux, voire pipi. Ok. Donc la dame, elle était un peu en disant est-ce qu'on peut faire quelque chose? On lui a fait du laser. Au bout de la deuxième séance, le chat allait dans la litière et bougeait beaucoup plus. Au bout de la troisième séance, la dame, elle n'est pas venue au rendez-vous. Elle m'a appelé, elle était en pleurs parce que le chat, ça faisait 2 ans qu'il n'était pas monté à l'étage. Donc tu vois, il y a des effets qui viennent très très rapidement. Après, sur d'autres pathologies comme des hernies discales ou autres, il faut être le plus agressif possible. Du moins, je dis agressif alors que je gère plutôt de la douleur. Je dis agressif dans le sens où il faut agir le plus vite possible. Par exemple, l'animal qui est opéré d'une hernie discale, pratiquement le lendemain, je le gère directement en tapis immergé, voire en manipulation. Plus on agit vite, tôt, plus la durée de convalescence va être courte. Après, sur certaines pathologies qui sont chroniques, bah, ça prend un peu plus de temps. Donc c'est variable. Ça peut durer des fois en même pas une semaine, j'ai des résultats, voire des fois pendant 2 3 jours. L'animal qui marchait plus du tout après une hernie discale, bah, j'arrive à avoir des sensibilités, une motricité au niveau des postérieurs. Et puis des animaux arthrosiques, bah, au début, ils ont du mal à se déplacer. Des fois, il faut 3 4 semaines pour avoir des beaux résultats. Et pour retrouver une mobilité normale, des fois, ça peut prendre 2 3 4 mois. C'est quelque chose vraiment à long terme. Donc il faut aussi être impliqué dans ce suivi. C'est important si l'animal il a des grosses pathologies, c'est indispensable pour déjà voir des effets sur sa santé et son bien-être. Il faut une implication totale du propriétaire, parce que souvent, je donne des devoirs à la maison. Donc, des exercices comme du massage, des flexions et extensions, et puis des fois des petits exercices, comme on l'a dit au début. Et si jamais il n'y a pas d'implication du propriétaire, même si jamais l'animal, je le vois 2 fois par semaine, bah, j'aurai pas les meilleurs résultats que si jamais lui fait des choses à la maison. Et c'est quoi comme type de pathologie que tu retrouves le plus? La pathologie la plus courante, c'est la rupture du ligament croisé. Tu sais, Ok. tu as 2 ligaments qui relient ton fémur à ton tibia au niveau du genou. Et souvent, ça, Mhm. comme le footballeur, ça a tendance à se casser chez certains animaux. C'est la première cause Ok. de boiterie
au niveau des membres postérieurs. Ça, c'est une pathologie que je vois assez souvent. Ensuite, je peux avoir la dysplasie de la hanche, dysplasie du coude et souvent de l'arthrose ou des hernies discales. Et je dirais que la rupture des ligaments croisés antérieurs, ça, c'est vraiment, vraiment la plus importante. Qui arrive comment d'ailleurs? Trop d'efforts physiques d'un coup, un mauvais mouvement, un jeu, mal adapté? Alors, c'est plutôt en chronique, hein. Imagine-toi que ces ligaments-là, c'est comme des cordes. Donc, la corde, elle est comme avec plusieurs fibres. Et ben, au fur et à mesure, le chien, tu sais, qui est couché, il entend le facteur, ou le chat qui part, il part à fond la caisse, il n'est pas préparé, et OK. à chaque fois, tu casses une petite fibre. Donc, c'est plutôt quelque chose en chronique, hein. À force D'accord. d'avoir des ruptures, à un moment, ça casse complètement. Tu peux avoir une rupture partielle ou totale. Mais ça n'intervient pas brusquement, contrairement au chat. OK. Donc ça, nous on le voit assez rapidement et assez généralement en clinique vétérinaire. En quoi ça peut être, très bénéfique sur, du jeune âge? De faire de la physiothérapie, Oui. ça permet de bien faire marcher les animaux. Là, je t'ai parlé de rupture des ligaments croisés. Tu sais que si jamais ça casse d'un côté, ça risque de casser de l'autre. Donc moi, mon but, c'est de bien renforcer au point de vue musculaire pour préparer au maximum l'animal pour éviter ce genre de pathologie-là. Donc on parlait aussi de l'obésité, hein, mais de faire certains exercices, on lutte un peu contre l'obésité. Voilà. Donc il n'y a que des avantages à le faire le plus tôt possible. Dans toute cette gestion, qu'englobe la physiothérapie, donc au-delà, de la gestion des douleurs, est-ce que ça apporte quelque chose en plus? Qu'est-ce que toi tu vois, du fait de tes patients, de tes clients? Qu'est-ce que tu as pu observer, en plus que, la gestion de la douleur? Alors déjà le rapport avec son propriétaire, ils apprennent à retrouver son animal, à beaucoup plus s'en occuper. Et même un animal qui était un peu distant avec son propriétaire, et là tu vois, moi j'ai eu la chance et une malchance aussi en même temps. J'ai eu mon chat qui a fait une chute de plus de 8 mètres, qui est une fracture au niveau du fémur. Et avant sa fracture, la chatte, elle était pas, comment dire, elle était un peu indépendante, elle avait tendance même à faire certaines bêtises, elle faisait pipi sur le lit, on avait du mal à la caresser, elle se laissait pas faire, en général. Donc un rapport un peu distant, contrairement à mes autres chats. Et suite à cette pathologie-là, j'ai fait de la physiothérapie, et maintenant, c'est plus du tout la même chatte. Maintenant, elle est vraiment, on a un lien ensemble, que ce soit elle ou moi, je pense que la physiothérapie, ça nous a énormément rapprochés. Avec le vétérinaire aussi, contrairement à la médecine générale, où on fait des traitements, on voit une pathologie, on fait des vaccins, là on prend le temps. On prend vraiment le temps, on est dans le moment présent quand on fait de la physiothérapie. On n'est pas en train de penser à telle chose, telle chose, telle chose. Et il y a beaucoup plus de moments, on parle avec les propriétaires, on connaît un peu plus l'animal. Donc il n'y a OK. que des avantages. Et est-ce que ça peut remplacer du coup des traitements médicaux ou chirurgicaux? Oui, sur certains chiens, des fois, on peut pas opérer, soit l'animal est, au point de vue cardiaque, au point de vue rénal, l'anesthésie, elle est plus risquée qu'autre chose. Donc, c'est une proposition, c'est un peu conservatoire, hein. Sur certains chiens qu'on peut pas opérer, moins de 10 kilos, rupture des ligaments croisés, on va essayer de renforcer toutes ces zones-là, et c'est avec l'opération. Et des fois même, c'est en préparation de l'opération. Il y a certaines pathologies, c'est pas ce qu'on appelle le gold standard, hein, mais ça permet au moins de soulager l'animal. Pour ceux qui s'intéressent à l'ostéopathie animale, donc tu parlais déjà un petit peu d'ostéopathie tout à l'heure. Est-ce que la physiothérapie, ça remplace l'ostéopathie? C'est complémentaire ou comment vous travaillez en fait, si vous travaillez avec des ostéopathes et comment intervient l'ostéopathie? Est-ce que ça doit venir avant, pendant ou après, le suivi de physio? Très bonne question, on me la pose souvent, même les vétérinaires. En fait, c'est complémentaire. Il n'y a pas du tout de concurrence entre les physiothérapeutes et les ostéopathes. Alors souvent, alors c'est vraiment schématique, hein, je vais me faire taper sur les doigts par les ostéopathes. Je travaille souvent avec les ostéopathes, hein. Mais imagine-toi, l'ostéopathie, en fait, il va décoincer, alors, je vais me faire tuer, hein. Il va décoincer certaines zones, l'animal est bloqué suite à certaines douleurs. L'ostéopathe, il va gérer ça. Il va gérer justement tout ce qui est blocage. Et moi, je vais remettre en mouvement l'animal.
Donc, moi, je peux pas travailler si jamais lui, il n'a pas fait soulager en amont. Donc, l'ostéopathe, c'est toujours avant. Après, il faut un peu de temps entre le moment où lui, il a géré l'animal et moi, où je vais le reprendre pour que l'animal, en fait, intègre, en fait, toute cette levée de blocage. Mais D'accord. tout le temps, moi, je travaille tout le temps avec les ostéos. C'est complémentaire. Ok. Donc c'est donc l'ostéopathe pardon avant, et ensuite la physiothérapie pour muscler, pour redonner de l'amplitude et du mouvement du travail qui a déjà été fait pardon de l'ostéopathe avant. Exactement. Oui, oui, Ok. c'est exactement ça. Donc c'est C'est important. schématique, mais c'est ça. Ah oui, non, mais c'est OK. primordial. D'ailleurs, pour les personnes, qui connaissent pas l'ostéopathie animale, bon, tu l'as expliqué, rapidement. Il y a déjà eu un épisode d'ailleurs avec, une ostéopathe, animale. Il y a plein de métiers, en fait, qui sont complémentaires et c'est vrai qu'on les connaît pas encore, assez bien. C'est aussi l'objectif du podcast, c'est de faire découvrir, de nouveaux métiers, des métiers qui sont peu connus ou des pratiques peu connues. C'est important de suivre son animal et d'aller voir son vétérinaire et comme tu dis, c'est important aussi d'aller un petit peu creuser sur ce qu'il y a en plus pour que justement l'animal se sente bien dans son corps, qu'il puisse aussi, comme tu le dis, ça peut aussi créer des liens avec son pet parent, son propriétaire. Et c'est vrai que tous ces métiers-là qui existent demandent à être beaucoup plus visibles parce que finalement, ils font beaucoup de bien à nos animaux. Et la Tout à fait. physiothérapie en fait partie. Et puis, ça permet de remplacer ou en tout cas diminuer certains anti-inflammatoires qui ont toujours un effet secondaire au niveau de l'animal. On a souvent, comme je le disais tout à l'heure, l'habitude de faire de l'urgence. On attend que ce soit visible pour se dire, OK, il faut que j'aille voir un vétérinaire ou il faut que j'aille voir un physiothérapeute, un ostéopathe, etc., un comportementaliste. Mais c'est la prévention, elle est très importante. Et je pense que tu l'expliqueras mieux que moi, mais si tu peux parler un petit peu aussi de l'importance de faire les choses avant qu'elles soient trop graves. Ah oui, tout à fait. Bah, à chaque fois qu'on prend toujours les choses beaucoup trop tard, en fait, un phénomène d'arthrose qui s'installe, en fait, on retrouvera jamais une articulation parfaite. Mais si jamais on fait de la prévention, on remuscle correctement son animal, on permet une meilleure mobilisation au niveau des articulations. Tous ces phénomènes-là, on les prévient. Et si jamais l'animal a tendance à être très résistant à la douleur, donc en général, quand ils viennent, qu'ils sont douloureux, c'est que longtemps en avance, en fait, précocement, ils présentaient de la douleur. Mais nous, on l'avait pas forcément vu. C'est pour ça qu'en consultation, on a tendance à toucher certaines zones, aller un peu plus en contrainte pour voir si jamais c'est un siège de douleur. Mais un animal qui joue moins, un animal en fait qui va faire des balades un peu plus courtes, qui dort moins bien, qui a tendance, dès qu'on le touche, il va pas vers nous, bah, tout ça, c'est un motif en fait que l'animal, en fait, il a besoin justement d'ostéo ou de physio. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de certaines races et de certaines problématiques qui en découlent? Des fois, on choisit certains animaux sans avoir toute la connaissance derrière et on se retrouve avec: «OK, alors là, j'ai un berger allemand, je ne sais pas pourquoi, il traîne beaucoup de la patte arrière» alors qu'en fait, c'est des choses qui sont déjà liées avec l'espèce, et la race. Est-ce que tu pourrais nous donner des petits conseils là-dessus? Alors là, tu évoquais justement le berger allemand. Quand je pense à berger allemand, nous, en tant que vétérinaire, on a un petit biais, on pense directement à certaines pathologies. Tout ce qui est, ils ont toujours une faiblesse au niveau du train arrière. La dysplasie, en fait, c'est quoi la dysplasie pour ceux qui ne sauraient pas? C'est tu as ta hanche, ta tête au niveau du fémur. Quand ça s'ancre bien, aucun problème. Le problème, c'est quand ça bouge un tout petit peu. Tu as un problème morphologique, génétique ou autre. Et ben, à la fin, ça crée de la douleur, ça crée de l'arthrose. D'où l'intérêt de gérer vraiment précocement. Et c'est une race qui est prédisposée justement à la dysplasie et au problème, tout ce qui est paralysie ascendante chez le berger allemand. On parlait du teckel, tout ce qui est race un peu allongée. Et ben moi, c'est vrai que je vais penser des fois à des hernies discales, fragilité au niveau du dos. C'est-à-dire que tu as la moelle épinière qui passe à travers, bah, suite à certains mouvements ou autres, bah, il peut avoir protrusion du noyau et qui va compresser la moelle épinière. Et donc le passage l'influx nerveux ne passe plus du tout. Et c'est ce qu'on trouve sur certains chiens, une douleur. Et après, une paralysie au niveau des deux postérieurs. Voilà, c'est tout ce genre de choses-là qu'on peut avoir. Pour tout ce qui est rage géante et autres, on peut avoir
par exemple le dog, qu'est-ce qu'on va avoir comme autre? Bah, il peut avoir aussi le labrador, le golden, des problèmes au niveau du coude, ce qu'on appelle une non-union du processus enconné, c'est-à-dire qu'ils ont une croissance qui est assez importante, et à un moment, bah, suite à un petit choc ou autre, bah, il y a un bout de l'articulation qui va se balader à l'intérieur, et ça peut être très douloureux, et ça peut faire boiter l'animal. Voilà. Il y a pas mal de choses qui, suite à certaines races, qui vont me dire, bah, attention, prédisposition au niveau de cette race-là. Sur des NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie, les petits animaux comme les lapins, il y a des choses que tu vois aussi assez régulièrement comme problématiques. Ce qu'on appelle des pododermatites, des inflammations au niveau des pattes, ça peut être d'origine bactérienne ou irritation avec d'autres causes. Et ça, on va pouvoir le traiter avec le laser. Donc c'est vrai que le laser, on a tendance à le donner un peu aux physiothérapeutes, mais certains vétérinaires l'ont. Et on arrive à les traiter. Tout ce qui est rhinite, des infections au niveau du nez, bah, avec le laser, on va pouvoir fluidifier les sécrétions et accélérer justement la guérison. Moi, j'ai travaillé sur le laser avec tout ce qui est calicivirose et on a géré la douleur. Alors, je dirais pas qu'on l'a guéri, mais on a permis d'avoir un confort de vie beaucoup plus important grâce au laser. Tout ce qui est calicivirose, en fait, c'est tout ce qui... Imagine-toi, tu as plein d'aftes. Tu vois la douleur que ça peut avoir. Et ben, sur certains chats, ça peut être complètement irrité. Le chat, il a tellement mal à la bouche qu'il s'arrête de manger. Il a tendance à baver énormément. Et l'origine, ça peut être dû à un virus qu'on appelle le calicivirus. Et D'accord, ok. ça, c'est hyper handicapant pour le chat. Ça peut être même amené à retirer à peu près toutes les dents. Sinon, l'animal se laisse mourir. Et ça, avec Ok. le laser, on arrive à soulager l'animal. L'hiver approche. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui écouteront cet épisode en été. Nous sommes actuellement en hiver. Est-ce qu'il y a des choses, un impact sur l'animal en fonction de la saisonnalité? Est-ce que tu aurais des petits conseils pour l'hiver? Alors là, en Normandie, il y a à peu près 15 jours, on a eu un gros épisode de froid, on a eu 10-12 cm de neige. Bah, j'ai reçu pas mal de chiens le lendemain en fait de cette chute de neige. Pourquoi? Parce qu'ils avaient comme des brûlures au niveau de leur coussinet. Et on a aussi pas mal salé les trottoirs et autres. Et bah, ce sel-là va être hyper irritant. Donc surtout quand vous ramenez vos chiens à l'intérieur de chez vous après, bien rincer les pattes pour retirer ce sel et réchauffer peu à peu les pattes. Voilà. On va avoir du froid. Bon, là, il fait plus trop froid, mais il faut faire quand même attention dans certaines régions. Il y a des chiens qui doivent avoir certains manteaux pour éviter, justement, comme nous, attraper trop froid. Qu'est-ce qu'on a comme race? Le lévrier, qui a une peau très très fine, lui, il nécessite d'avoir comment dire certains manteaux. C'est pas un phénomène de mode ou autre. Et puis il y a certains chiens, on ne sait pas pourquoi. Ils sont beaucoup plus sensibles au froid. Donc si jamais ils n'ont pas leur manteau, leur protection thermique, ils sortent plus du tout dehors. Avec toutes les conséquences que ça peut avoir, comme on l'avait expliqué. Le fait de moins bouger, aller à l'extérieur, on se démuscle, on utilise moins les articulations. Les jeunes chiens et les chiens seniors sont beaucoup plus sensibles au froid ou au chaud. Donc faire attention. Toutes ces choses-là. On a moins de problèmes chez le chat. Pourquoi? Parce que le chat, il s'écoute un peu plus. Les poils ont tendance à être un peu plus résistants, sauf certains chats nus. Mais le chat, quand il a froid, il bouge pas du tout chez lui. Il arrive à se réchauffer automatiquement. Il va juste sortir pour ses besoins et il va créer un nouveau poil pour pouvoir le faire. Donc c'est plein de précautions qu'il faut faire attention durant ces périodes de froid. Des fois, il faut même un peu donner un peu plus à manger. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de dépenses caloriques quand il fait froid dehors. Et surtout, oui, j'ai oublié, mais c'est pas que lorsqu'il fait chaud qu'il faut s'abreuver. Aussi, quand il fait froid, on a tendance à se déshydrater. D'où l'intérêt de bien stimuler son chien ou son chat à boire. Donc, si jamais l'animal il a tendance à vivre dehors, faire attention, il peut geler. Faut qu'il ait l'accès à l'eau. Le chat, on va faire plusieurs petites gamelles d'eau chez nous. Le chat, quand il va avoir de l'eau, il va vouloir boire. C'est un réflexe. Et les fontaines à eau qui peuvent inciter aussi à boire. Je ne sais pas si tu Tout à recommandes fait. les fontaines à eau. Ah oui, tout à fait. Ça stimule le chat, il aime bien avoir l'eau. Et dès qu'il entend le bruit de l'eau ou voir une eau en mouvement, il a tendance à vouloir
boire un peu. Donc il faut pas se moquer des personnes qui mettent des manteaux à leurs chiens, Non, 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 c'est vraiment bénéfique pour eux. c'est pas un phénomène de mode, non. Et les chaussures, parce qu'il y a des petites chaussures pour les chiens qui existent. Alors, il y a aussi des baumes pour l'hiver, pour protéger les coussinets. Est-ce que c'est des choses que tu préconises? Est-ce que c'est mieux de mettre, ce baume plutôt que la chaussure? Parce que c'est quand même assez enfin, c'est nouveau pour l'animal, il a pas l'habitude de porter ça tous les jours. Alors les 2 sont complémentaires, hein. Tu peux OK. avoir des baumes pour renforcer justement les coussinets, hein, ça va être plutôt tannant. Et les bottines, hein, j'ai suivi des chiens qui faisaient des courses de traîneau dans les Alpes et autres. Ils ont des petites bottines hein, qui leur permettent d'éviter les gerçures ou quand les coussinets sont un peu fragiles de les mettre. Mais oui, quand il fait froid, c'est un super, un super comment dire, accessoire à avoir. Donc les 2 sont importants. Après, il faut aussi, aller, tout en douceur pour habituer l'animal, parce que je pense que c'est pas quelque chose qui est très vite accepté. Ça demande aussi pas mal de temps et d'acceptation. Donc, allez-y petit à petit si vous voulez leur mettre des chaussures. Voilà, essayez de leur expliquer que c'est quelque chose de normal, l'enlever, le remettre. Est-ce que tu as peut-être des conseils là-dessus? C'est exactement ce que tu viens de dire, hein, c'est d'y aller peu à peu pour pas que le chien le voit comme une contrainte, hein, mais plutôt comme quelque chose d'agréable, hein. Tu verras que quand tu mets des petites bottines à ton animal, il va avoir tendance à marcher vraiment, à exagérer en fait les pas. Alors ça peut être très marrant pour nous. Le problème, c'est qu'il faut pas que ce soit désagréable pour Mmh. l'animal. Donc on fait quelques pas, on lui retire, on lui remet pour qu'il comprenne que il y a rien de mal en fait, et puis c'est pas désagréable de les porter. Et dans quel cas, du coup, il faut utiliser du chaud, du froid? Tu disais, que certaines fois le chaud pouvait, apaiser, calmer, que le froid, comme la cryothérapie d'ailleurs que tu utilises, toi en physio, pouvait calmer des douleurs. Quand est-ce qu'il faut utiliser du froid et quand est-ce qu'il faut utiliser du chaud sur nos animaux? Alors, il y a une règle qu'on a dû me répéter 100 fois, mais jamais de chaud sur du chaud. Donc, ça veut dire que quand tu as une grosse OK. inflammation, tu ne mets pas du chaud avec. Euh, le froid, je vais l'utiliser un peu, tu vois, comme quand un footballeur se prend un coup, on va mettre la petite bombe là. Là, c'est la même chose. On a une contusion ou quelque chose qui vient juste d'arriver. Tout de suite après, jusqu'à 72 heures, on va mettre du froid. Quand il y a du chaud, on met du froid. Voilà. Donc ça permet de gérer l'inflammation au point de vue douleur et aussi au point de vue d'éviter l'œdème. Donc ça, c'est un super, du super matériel à avoir chez soi, hein. Donc pas hésiter à prendre du froid, du gel froid, les petits pois dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, la cryo, ça marche très bien. Pour ton animal qui est senior, qui a mal au dos, de mettre du chaud, ça va le soulager au niveau du dos, mais aussi au niveau des articulations, donc surtout au niveau du genou. Voilà. Et c'est à faire juste après le massage. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire, en fait, à la maison, déjà? Ah oui, oui, oui. Moi OK. je conseille à tout propriétaire de le faire. OK, et c'est des choses que toi tu peux enfin, que tu peux utiliser, en physio plus en profondeur avec, des exercices à côté pour, vraiment, avoir une gestion globale, de la Oui. problématique? Ah, c'est toujours, je le conseille aux propriétaires. Donc souvent, ils font ça à la maison et après, ils viennent à la séance de physiothérapie et on a OK. déjà travaillé un peu l'animal. Voilà. Donc il y a déjà le côté anti-inflammatoire, antalgique, et moi, je vais pouvoir travailler avec l'animal, le remuscler ou autre. Du coup, est-ce qu'il y a des petits tips à donner, de choses à faire à la maison? Tu expliquais, tout à l'heure les flexions à faire pour les animaux qui ont un petit peu plus de mal, qui ont de l'arthrose. Est-ce qu'il y a des petites techniques qu'on pourrait mettre en place chez nous dès demain, pour aider nos animaux à se sentir mieux dans leur corps? Bon, on en a parlé, mais le massage, primordial. Ça paraît très simple à faire, mais ça a beaucoup d'effets. Donc, je l'ai dit, au point de vue de la douleur et au point de vue de la motricité, et ce qu'on appelle la trophicité au point de vue musculaire. C'est-à-dire que ça va permettre de mieux OK. irriguer les muscles. Ensuite, tu peux faire les mouvements, en fait, on dit de vélo au niveau des articulations. Donc, le fait de faire des mouvements assez amples, en fait, on va travailler les différentes articulations qui peuvent avoir au niveau des antérieurs, mais aussi au niveau des postérieurs. Ça, c'est vraiment le petit tips à avoir. Après, ça paraît tout simple aussi, mais de promener son chien. On se dit, il est vieux, on va pas pour, ça sert à rien, ça va lui faire plus de mal que de bien. Non, c'est un exercice Mmh. modéré, mais souvent à faire. Mes chiens qui ont un peu plus de 14 ans, faut les sortir. Même si on a un énorme jardin, on verra qu'ils font tout le temps le même chemin et peu à peu, ça se réduit. Si jamais on arrive à les sortir,
à faire des exercices modérés, on va remettre un peu huile dans les rouages. Voilà. Imagine-toi une articulation, c'est comme des charnières de porte. À chaque fois que tu vas faire des mouvements, tu vas faire tes flexions, tes extensions ou tes mouvements de vélo, tu vas remettre un peu d'huile au niveau des articulations. Donc après, ça sera beaucoup plus d'ouvrir cette porte, donc que l'animal se déplace. Ok, donc toujours le mouvement, le mouvement, le mouvement. Exactement. Le mouvement, c'est la vie. Et pour le jardin, merci pour le rappel. C'est quelque chose qu'on dit et qu'on redit. Et c'est vrai qu'on voit encore beaucoup de personnes qui pensent que le jardin peuvent remplacer la balade. La balade, comme tu dis, il y a aussi le mouvement, il y a aussi les besoins du chien, les besoins fondamentaux du chien, de sentir, voilà, avoir une activité avec son animal qui tisse aussi des liens. C'est un moment privilégié avec son animal. On en parlait dans un autre épisode du podcast et merci de faire cette petite piqûre de rappel voilà, qui est indispensable. Il faut sortir nos chiens même s'ils ont des grands jardins. Alors, parlons un petit peu argent. À quoi on doit s'attendre niveau budget pour de la physiothérapie? Alors déjà, la plupart du temps, quand on a une mutuelle, c'est pris en charge Ok. par la physiothérapie est pris en charge par la mutuelle. Ensuite, une consultation de physiothérapie en général, c'est de 70 euros. Ça peut aller jusqu'à 100 euros. Ça dépend de la localisation en France. En général, faut compter que la séance à chaque fois, c'est à peu près 60 euros. Et en général, on travaille souvent avec une dizaine de séances. Donc, c'est à peu près 500 à 600 euros. Quel conseil tu donnerais aux propriétaires qui hésitent encore ou qui sont un petit peu sceptiques sur cette pratique de la physiothérapie? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Déjà, les rassurer, hein, l'animal, il va pas souffrir. Leur dire que on va réduire ce temps de convalescence. Le fait qu'on va les accompagner aussi, eux, en tant que propriétaires, et avec les animaux, pour que l'animal retrouve le plus vite une mobilité tout à fait normale. Leur dire que on fait pas ça, comment dire, c'est pas du hasard en fait, hein. On étudie vraiment chaque chose et c'est une médecine maintenant qui est vraiment calquée comme en humaine, comme la kiné. Donc on a toujours des protocoles de physiothérapie juste derrière. Donc c'est pas quelque chose où on se dit bon aujourd'hui on va faire ça, ça, ça pour un peu expérimenter vis-à-vis de l'animal. Donc on est vraiment à l'écoute de l'animal et il y a vraiment un processus qui est là derrière. Et puis des connaissances, des formations, de la pratique. Ah, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de se former. Tu vois, la semaine dernière, j'étais encore en train de former des vétérinaires et j'étais il y a 15 jours à un congrès vétérinaire où on apprend qu'il y a des nouvelles techniques. Donc, on est toujours à l'écoute de tout ce qui est évolution en physiothérapie. Et est-ce qu'il y a des mythes, des idées reçues sur la physiothérapie que tu aimerais démystifier? Le fait par certains confrères de dire qu'on va aggraver les choses. On a fait une super chirurgie et avec la physiothérapie, on va faire mal ou on va casser un peu le matériel ou la chirurgie. Ça, c'est vraiment un des mythes. Le fait que ça soit mieux que l'animal souffre pour la rééducation, pour limiter un peu le mouvement, ça, c'est complètement faux. C'est peut-être un mythe que j'ai pu entendre il y a 20 ans, mais ça, c'est plus du tout d'actualité. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose ou préciser quelque chose qu'on a abordé depuis le début de ce podcast? Je pense que la physiothérapie, ça s'inscrit complètement en fait dans les autres médecines qu'on peut avoir, hein, en dermatologie ou autre. C'est pas quelque chose un peu obscur, on va imposer les mains. Il y a vraiment quelque chose qui est vraiment étudié derrière et qui est vraiment complémentaire avec toutes les médecines qu'on peut avoir aussi à côté. Et on le disait, hein, ça fait partie des médecines qui sont ce qu'on allait dire médecines alternatives aussi, qui permettent de soulager au maximum et d'accompagner nos animaux au fur et à mesure de leur âge. La physiothérapie, c'est vraiment une pratique qui n'est faite que par des vétérinaires? Alors en général, le protocole est fait par un vétérinaire et en général, l'accompagnement peut se faire heureusement, avec tout ce qui est assistant de vétérinaire, hein, nos infirmières à nous, qui sont indispensables dans les cliniques vétérinaires. Mais ça reste sphère vétérinaire, ce que je voulais dire. Ah, c'est une médecine, oui, qui est réservée justement à la médecine vétérinaire. Pour conclure, Nicolas, ce podcast, on va passer à un format que tu as l'habitude de faire sur les réseaux, le fameux question-réponse. Une question, une réponse avec tes meilleurs conseils sur la santé animale. Est-ce que tu es prêt? Ça marche.
Je suis prêt. Quels sont les aliments dangereux ou toxiques pour nos animaux? Alors, il y en a plusieurs, hein, mais je dirais que le chocolat, à cause de la théobromine, c'est un des plus puissants justement poisons. Surtout ne jamais donner de chocolat noir très chargé en cacao. C'est vraiment mortel. Même si jamais il y a des gens qui m'ont dit, oh, je lui en donne un peu tous les jours, vaut mieux éviter. L'ail, l'oignon, c'est un puissant oxydant, vaut mieux éviter. Qu'est-ce que je peux avoir? J'ai parlé du raisin, ça a étonné beaucoup de propriétaires, mais oui, ça peut créer des insuffisances rénales et hépatiques, on évite. Après, il peut avoir tout ce qui est, euh, que ce soit fruits ou légumes à graines, comme l'avocat, vaut mieux éviter car ça contient justement des toxines très importantes qui peuvent avoir des répercussions assez rapides. Chiens et chats. À quelle fréquence on doit emmener notre animal chez le vétérinaire? Alors, je dirais au moins une fois par an, c'est primordial. Après, moi, les propriétaires de mes chats, les propriétaires de chats du moins, et les propriétaires de chiens les connaissent quand même assez bien. Et dès qu'il y a une petite chose, des fois, je préfère qu'ils viennent me voir et qu'il n'y ait rien. Après, ça m'arrive de laisser partir hein, sans rien faire payer, mais ça ne faut pas le dire. Mais je préfère prévenir que guérir. Voilà. Mais au moins une fois par an, c'est mieux. Et surtout, à partir d'un certain âge, ça peut être assez intéressant, comme chez nous, hein, de faire des bilans sanguins. Si mon chien ou mon chat dort beaucoup, est-ce que c'est grave? Ça dépend quel âge. Si jamais il est très jeune, c'est tout à fait normal qu'il y ait des périodes on-off et qu'il y ait des périodes justement de dormir. Il faut laisser dormir, hein, qu'il ait un repos comme chez nous, hein, un sommeil assez important. Après, si jamais il est adulte et qu'il a tendance à rester un peu trop couché, un peu trop dormir, attention, il peut avoir des pathologies sous-jacentes, comme on expliquait tout à l'heure, il peut avoir de l'arthrose, une douleur ou certaines pathologies, je pense au diabète ou d'autres maladies. Donc oui, faire attention, mais ça dépend vraiment de l'âge. Est-ce qu'on doit donner des antiparasitaires même si notre animal ne sort pas? Très bonne question. Toi, tu sors, tu peux ramener certaines pathologies, tu peux ramener sans le vouloir des puces et les puces peuvent véhiculer en fait des vers. Donc oui, c'est important pour ton animal, mais aussi pour toi. Pourquoi? Parce que tu vas être toujours en contact avec ton animal et il peut te donner certains parasites. Donc oui, indispensable, au moins une fois par saison, si jamais ton animal sort. Si jamais ton animal ne sort pas, 2 fois, c'est très bien. Quels sont les avantages et les inconvénients à la stérilisation-castration? Alors, moi, tous mes animaux sont stérilisés. Déjà, c'est une prévention pour tout ce qui est justement reproduction, hein. Un chat, ça peut se reproduire tout le temps. Et puis, je te parle même pas de la pyramide qu'on peut avoir, mais on peut avoir 2, 3 portées, voire 4 portées par an pour certains chats. Donc, tu imagines la multiplication qu'il peut avoir, plus véhiculer certaines pathologies. Il peut avoir, en stérilisant, éviter justement les bagarres suite aux chaleurs, suite à la montée de testostérone chez les mâles. Donc c'est une prévention pour tout ce qui est agression. Et c'est aussi une prévention pour certaines maladies. En fait, tu as certaines maladies qui sont sexuellement transmissibles, comme le VIH chez le chat, hein, le FIV. Chez le chien, c'est pareil, hein, il peut y avoir beaucoup de bagarres suite la chienne est en chaleur, ou le mâle, justement, sent une chienne en chaleur, ils vont se bagarrer entre mâles. On peut avoir certaines agressivités dues à la testostérone. C'est aussi une prévention pour certains cancers. Le fait de stériliser certaines chiennes, on va éviter tout ce qui est grossesse nerveuse, tout ce qui est tumeur mammaire et autres. Alors chez le chat, c'est pareil. Le fait de ne pas avoir, en fait, de mettre en repos sexuel ou de stériliser, on va éviter tout ce qui est une grosse infection au point de vue utérine, plus les tumeurs mammaires. Donc plutôt des choses plutôt positives. Il peut avoir, pour la stérilisation de la chienne, suite à une modification hormonale, de l'incontinence rénale, mais c'est dans 1 ou 2% des cas. Et vu que le métabolisme est un peu plus ralenti, en fait, on va adapter justement l'alimentation pour éviter l'obésité. Mais je pense que c'est le seul inconvénient qu'on peut trouver, mais bon, je peux pas les montrer là, mais moi, mes animaux sont pas gras. Ils ont tendance à pas être obèses alors que tout le monde est stérilisé à la maison. On peut attraper le sida du chat? Nous, non, c'est pas du tout Oui. le même. Mais par contre, des animaux, il y en a un qui est porteur de la maladie et ils ont tendance à se bagarrer entre eux, oui, ils peuvent l'attraper. Est-ce que c'est une bonne idée de donner la pilule à son chat si on ne veut pas la stériliser? Non, c'est une très 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 mauvaise idée de donner.
C'est comme si jamais tu mettais des hormones sur des hormones. Donc, la pilule pour chat, vraiment, moi je la prescris plus du tout. Euh, Ça devrait être même interdit. Tous les chats que j'ai pu voir en général qui avaient des tumeurs mammaires, en fait, ils avaient pris la pilule avant. Donc on évite au maximum. Soit on veut faire reproduire son chat et c'est un choix, soit malheureusement on évite la pilule pour chat. Comment sait-on qu'il faut vider les glandes anales de son chien et est-ce que tu as des petits conseils si on veut le faire à la maison? Ah, ça c'est, on m'en parle souvent, c'est le chien qui dit, qui fait le traîneau. Il a tendance à se frotter les fesses par terre, ou des fois, on ne sait pas pourquoi, il y a une odeur nauséabonde dans la maison, alors que et il y a un liquide un peu purulent qui peut être par terre, ou un liquide un peu noir. Bah ça, c'est quoi les glandes anales? C'est deux glandes qui sont à la base de l'anus, qui servent à la lubrification des selles et en plus au marquage du territoire. Mais sauf que sur certains chiens, on ne sait pas pourquoi, ils ont tendance à se boucher, pas se vider normalement, et à force d'être grosses, en fait, bah, un, ça fait mal, et deux, ils peuvent s'infecter et créer ce qu'on appelle une fistule des glandes anales. Et là, bah, ça peut être vraiment dangereux. Pourquoi? Parce que on va avoir des abcès qu'on va devoir traiter soit chirurgicalement, pardon, soit avec des antibiotiques et des anti-inflammatoires. Et c'est très très douloureux pour l'animal. Donc, si jamais on peut les vider, comment on peut les vider? Bah, avec un gant, avec comment dire, un sopalin. Bah, je suis désolé dans les détails, j'espère que les gens vont pas manger à cette heure-là. On va chercher comme si vous voulez chercher une crotte, donc on va pas trop presser trop loin et on va revenir vers nous et en général elle se vide facilement. Si jamais on n'y arrive pas, bah on va voir la toiletteuse ou toiletteur ou la clinique vétérinaire pour les vider. Mais surtout on n'attend pas trop longtemps. Est-ce que je peux promener mon chiot même s'il n'a pas terminé ses rappels de vaccin? On a tendance toujours à mettre dans le milieu un peu externe nos animaux beaucoup trop tard. Moi j'ai tendance à dire, bon, déjà si jamais ils ont eu la primo-vaccination, essayez de le faire. Bon, on évite que le chien aille renifler les crottes ou le pipi des autres chiens, quand on peut le faire. Mais c'est important d'avoir cette période, d'être sensibilisé vis-à-vis de beaucoup de choses. L'emmener au marché, l'emmener à, comment dire, découvrir d'autres personnes, des gens qui sont barbus, des enfants, multiplier en fait ces choses-là. Donc, moi j'ai tendance à le dire, oui, on évite le contact avec d'autres chiens, surtout non vaccinés. On parle aussi d'une certaine maladie qui peut s'attraper en ville, notamment par les rats. Euh, Est-ce que c'est dangereux du coup d'emmener son chiot non vacciné par rapport à cette maladie? Alors je pense que tu penses à la leptospirose, qui est ce qu'on appelle chez nous la maladie des écoutiers, que nous on peut attraper. Donc ça crée une insuffisance rénale. Alors c'est pas dû à un virus, mais une bactérie. Leptospira interrogans, en fait. Et c'est pas le rat, c'est véhiculé par l'urine de rat. Le problème, c'est que le chat, en léchant par terre ou en avalant certaines zones, bah, il va se contaminer à l'intérieur. Et ça va créer une insuffisance rénale. D'où l'intérêt de bien vacciner son animal. Si mon chien fait du reverse sneezing ou reniflement inversé, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, c'est vrai que ça paraît impressionnant. On a l'impression que le chien s'étouffe. Donc, pas de panique. Plus on va s'affoler, plus le chien aussi va être aussi en panique. Donc, moi, je te conseille de boucher une narine, de masser au niveau de la gorge, et en général, ça passe. Si jamais ça revient un peu trop souvent, n'hésite pas à voir ton vétérinaire. Oui, parce que c'est vrai que ça peut faire très peur. Et alors, une narine, hein, pas les deux. On précise bien. Non, pas les deux. Là, par contre, surtout chez certaines races comme le carlin ou les brachycéphales, ça va être encore pire si jamais tu bouches les deux narines. Une seule narine et on masse au niveau de la glotte. Les bâtons à mâcher, est-ce qu'ils sont vraiment efficaces? Est-ce qu'il faut qu'on en achète? Alors c'est vrai que bah, c'est un peu comme le dentifrice, tu sais, le chewing-gum, pardon, qui remplacerait le dentifrice, c'est pareil. Mais disons que tout ce qui est barre en fait à mâcher, quand tu regardes la composition, c'est très calorique. Et ça nettoie pas grand-chose en fait. Il y a beaucoup de chiens qui prennent leur petite barre et qui les avalent, alors même pas de mouvement. Aucun intérêt au point de vue mastication. Et puis en plus, bah, c'est hyper calorique, donc pour les faire maigrir, c'est pas terrible. Donc moi, je suis pas très fan de la plupart des barres. Il y en a qui sont très bien adaptées, mais celles-là, en général, celles qui sont vendues dans le commerce, pas terrible.
OK. Et en termes de mastication, est-ce que c'est important ou qu'est-ce qu'il faut privilégier en mastication? Alors, mastication, c'est indispensable chez nos chiens et nos chats. Alors, la première chose, les brosses à dents de nos animaux naturels, en fait, ça va être les croquettes. Il faut plutôt privilégier les croquettes qui sont quand même assez grosses. Pourquoi? Parce que l'animal, il va prendre le temps en fait de mâcher. Il va pas avaler les croquettes, hein. Moi, j'ai beaucoup de propriétaires qui prennent des croquettes toutes petites et toutes molles. Et le chien, en même pas 2 minutes, il a visé sa gamelle. Donc, plutôt des grosses croquettes qui permettent que l'animal croque et va saliver. Et c'est cette salive qui prévient de la plaque dentaire. Ensuite, on peut avoir, alors chez le chat, non, mais chez le chien, on peut avoir des brosses à dents, des petits doigtiers pour frotter les dents de notre chien, ça évite le dépôt de la plaque dentaire. Après, il y a aussi des choses qui sont très bien faites, hein, qu'on peut trouver en animalerie pour que l'animal mâche correctement. Mais il faut s'adapter par rapport justement à la mastication de l'animal. Donc prévoir des choses quand même assez grosses et que ça dure dans le temps. Donc des jouets, mais en même temps des os de buffle et autres. Il ne faut pas qu'il avale, qu'il se coince au niveau de la bouche. Mais plus il va mâcher, plus il va avoir de salive, plus on va avoir une prévention au niveau des dents. Et après, il y a plein de vertus à la mastication. Et adapté aussi, parce que j'ai vu des vidéos de chiens qui ont, justement, de coincer un os, dans la bouche parce qu'il était soit trop petit par rapport à la taille de sa gueule ou alors carrément l'os est passé, dans la enfin, ici là, entre les Juste dents. derrière, oui. Donc il y a ça, le fait qu'il puisse se coincer, mais souvent aussi c'est beaucoup trop riche à l'intérieur. Il y a de la moelle, mais ils ont tendance à l'enrichir encore plus. Et ça, il peut avoir des dégâts pour certaines races de chiens ou certains chiens à partir d'un certain âge. C'est comme toi, ça va te faire une énorme crise de foie, comme ce qu'on peut avoir nous après la période de Noël en fait. Le foie est complètement surmené. C'est beaucoup trop grand. Quels médicaments sont dangereux pour nos animaux? Ah bah, par exemple, un médicament, un comprimé, ça tue 10 chats, le paracétamol. Jamais, 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 jamais de paracétamol à ton chat. Sur le chien, pas d'intérêt. En plus, ça va être plutôt délétère au niveau de son foie, au niveau de son rein, donc ça, on oublie le paracétamol. L'ibuprofène, ben, c'est à des doses tellement petites qu'on évite aussi de le donner. L'aspirine, bah, ça va pas avoir un rôle antidouleur ou antalgique. Donc, on évite de le donner au niveau des animaux. Ça va être plutôt un fluidifiant au niveau du sang. On évite de le donner aussi parce que ça peut être pire que bien. Je dirais que j'ai pas beaucoup de médicaments. Si, du Smecta, ça marche très très bien sur nos animaux en cas de diarrhée. Le Gaviscon, maintenant, il y a un petit goût, donc ils ont tendance à rajouter du menthol ou autre, donc on évite de le donner. Donc le Smecta sans problème pour nos animaux, le reste, non, pas trop d'intérêt. Et peut-être demander aussi l'avis du vétérinaire, pour les doses en fonction de C'est l'animal? ça, exactement. Et puis des fois, bah, ça arrive aussi qu'on ait gardé certains médicaments. On évite l'automédication, ça peut arriver dans certaines pathologies que je donne des corticoïdes. Le problème, on se dit, bah, ça a bien marché sur telle pathologie, je vais le mettre puisqu'il a à peu près les mêmes symptômes, faire attention. Des fois, on peut faire pire que bien. Est-ce que tu es pour ou contre les tests d'allergie? Bah, je suis plutôt pour, hein. Ça permet de voir si jamais c'est une allergie alimentaire ou une autre allergie, ou des fois ce qu'on appelle une dermite atopique ou autre. Oui, oui, non, je suis pour. Faut-il couper les griffes de nos chiens, chats et lapins? Ça peut arriver hein, sur certains chats qui les jugent pas ou les chiens qui les jugent pas normalement, faut pas trop attendre. Après, il faut le faire correctement. Faut avoir le matériel et il faut couper d'une certaine technique pour éviter de leur faire mal. Pas trop court, pour éviter justement des lésions, hein. C'est une zone assez sensible, et puis pour pas créer justement de zones douloureuses après. Et je le rappelle aussi, avoir des griffes trop longues chez vos animaux, ça peut avoir un impact sur tout leur corps. Et ensuite, ils font une compensation sur le corps et ensuite, les dégâts arrivent assez rapidement. Donc, allez chez votre vétérinaire ou je pense que le toiletteur le fait aussi, la coupe de griffes. Exactement. C'est très important pour vos animaux. Bah, la semaine dernière, j'ai eu un chat avec toutes les griffes incarnées. Donc le chat le montrait pas forcément. Et puis là, les gens ont senti une petite odeur au niveau de la patte et le chat se léchait, léchait, léchait. Et ben on a vu que bah, sur toute une patte, toutes les griffes étaient incarnées. Le chat
en fait, avec les griffes qui s'étaient complètement retournées. Donc, il faut regarder de temps en temps les griffes de votre chat et de votre chien. Et si ça vous intéresse, d'ailleurs, on pourrait peut-être en faire un épisode de podcast. Donc, n'hésitez pas à le dire en commentaire si ça vous intéresse d'avoir cette thématique sur Allopets. Et Nicolas, dernière question, celle que j'ai l'habitude de poser sur le podcast pour le clôturer. Qui tu aimerais, entendre derrière le micro sur ce podcast? Ah, j'en ai plusieurs. Jacques-Yves Deschamps, c'est un vétérinaire qui est plutôt dans l'urgence et qui est passionnant à entendre, hein, qui va nous parler moi qui m'a passionné sur certaines grandes pathologies qu'on peut trouver chez les chiens et les chats, et avec des techniques, mais il est passionnant à entendre, c'est vraiment. Et j'ai aussi Dominique Grandjean. Dominique Grandjean qui travaille à l'école vétérinaire d'Alfort et en plus qui est vétérinaire, sapeur-pompier, et qui, quand il nous parle justement des sauvetages qu'il a pu avoir, c'est pareil, je me lasserai jamais de l'entendre. Voilà, Dominique Grandjean et Jacques-Yves Deschamps. Merci beaucoup pour ces recommandations. Est-ce que tu aurais Je t'en quelque prie. chose à ajouter peut-être sur toi, sur la physio, sur un petit peu tout ce dont on a parlé depuis le début? Je pense à une question qu'on m'a posée la semaine dernière en consultation. C'était un adolescent qui m'a dit que il en rêve d'être vétérinaire, mais il se dit directement c'est porte fermée pour lui. Il dit il faut être le meilleur étudiant, qu'il sera jamais vétérinaire parce qu'il n'a pas le profil scolaire. Moi je suis un exemple en fait de jamais renoncer. J'étais pas le meilleur, au contraire j'étais plutôt dans les premiers, mais en partant de la fin, et je me suis accroché et je suis devenu vétérinaire. En fait, quand on y croit, on y arrivera. Voilà. Et quand on est passionné, on y arrive toujours. Voilà. Jamais, jamais, jamais renoncer. C'est bien que tu parles de ça, ça nous permet de faire une petite parenthèse. Est-ce qu'il faut quand même avoir, je pense aux étudiants au lycée qui ont certainement envie de faire vétérinaire, mais qui sont pas très forts en maths. Est-ce qu'il faut être fort en maths pour faire vétérinaire? Alors, je vais te dire, je suis franc. J'ai eu 5 à mon premier bac et j'ai eu la chance aussi de passer un deuxième bac. Donc, j'ai 2 bacs. J'ai eu 5 à mon premier, 5 à mon deuxième. Je suis pas le meilleur en maths. Donc, j'ai compensé avec la physique, chimie, la biologie. Mais non, je dirais que le plus important, c'est s'accrocher. S'accrocher. Je parlais avec un médecin l'autre jour. Lui aussi, il était pas très bon en maths. Il est arrivé. Donc, non, c'est plus une question d'avoir un objectif et puis s'accrocher et d'y croire. Ça pourra peut-être donner l'envie à des jeunes qui s'en sentent pas capables de se dire qu'ils le sont. Merci beaucoup en tout cas Nicolas pour tous ces conseils. C'était très 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 enrichissant. J'étais ravie de t'avoir sur le podcast aujourd'hui et pour ta vulgarisation aussi. Parce que c'est pas simple quand on a beaucoup de jargon professionnel de vulgariser tout ça et tu l'as fait à merveille. Donc merci infiniment à toi. Merci à toi. Merci à toi de continuer avec Allopets. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura aidé à mieux comprendre les bienfaits de la physiothérapie et de toutes les nouvelles pratiques qui font du bien à nos animaux. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode parce qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir pour continuer à être de super pets parents. Alors je vous dis à bientôt sur Allopets Podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi, le partager et le noter sur ta plateforme préférée. Et ensemble, devenons de super pets parents.